Antenne 2 and France Telecom for this special French television program. I'm Joan Faulkner, Chairman of the Library Board, and I'm delighted to welcome you today at the first library program in celebration of Larchmont's centennial year, which is also at the same time the third library program in celebration of National Library Week. We knew we'd have a good turnout, and this is marvelous, all thanks to Nancy Donovan and all her work preparing for today. Before I introduce our speaker, I would just like to point out three additions to the library. First, our sparkling new blue and white centennial flag flying under the mezzanine, which we thank Nan Forger and Marge Bacone for getting here in time for today's program. And second, some wonderful photos and articles that are, most of them in the other room, on the shelves. There are also some things in the case right there in the archway between the lobby and the periodical reading room, which are old Larchmont history, and you might like to look at. And third, the library model, which is back there on the circulation desk. It shows the proposed connection between the main library building and the children's room on the second floor of the village center. Louder? Loud. They are I was talking about the model which shows the proposed connection between this building and the second floor of the village center, which is the children's room. And there are a group of us here today who would like to talk with you after the program about our proposed expansion. And I'd just like to point out who some of them are. Library Director Lorna Adler, who is right back there. Past President of the Friends of the Library, Bill Ashworth, who is, where are you, Bill? There he is, right back there. Library Trustees Dee Brown, Jack Coughlin, Bill Denser, Marianne Muma, and Jean Schwartz are all here. And our liaison from the Town Council, John McGarr. I think the only trustee missing is Ted Eisler, who's at a wedding. But please come up to us afterwards and ask us about our expansion plans. Larchmont Village historian Dr. Judith Spike's interest in Larchmont history started in 1974 when she and her husband bought an old house in Larchmont. She has spent the years since researching every facet of Larchmont life, and in 1980, Mayor Martin Quigley appointed her Larchmont Village historian. Judith has published 2 pamphlets on Larchmont history, Round and About, and Larchmont on the Sound, The Rise and Decline of the Resort Hotels, both of which are, of course, available in the library. Her book on the history of Larchmont Village from prehistory through 1892, entitled Larchmont, People and Places, will be out this spring. There have been inviting excerpts in our 2 local papers, and we are all anxiously awaiting its publication. We are honored to have Judith here today to relate some Larchmont lore. Thank you. The village of Larchmont was incorporated only 1 century ago, but the history began about 300 years ago. Now, I've been asked to condense 400 years of history into just 15 minutes. And since I'm very much aware that not only am I standing, but you are too,
I'm going to try to do it in even less than 15 minutes. I think it's always good to tailor a talk to a specific occasion. So since this talk is being given in the Larchmont Public Library and on the occasion of National Library Week, I decided to narrow the field by focusing on the piece of ground on which the library building is built, with a side glance at the history of the written word in Larchmont. Any history begins with the written record. So we can say that the history of Larchmont began one spring day in 1614. On that day, a Dutch sea captain by the name of Adrian Block set out from New Amsterdam to test a new cargo ship. He sailed up the East River, and then, whether by accident or design, nobody seems to know, slipped through the treacherous waters at Hellgate and discovered Long Island Sound. As the little ship continued north along the shore of the Sound, a deckhand spotted campfires in Manor Park. He wrote this down in his journal, and the history of Larchmont had begun. The introduction of the European concept of land ownership into North America initiated the paper trail of deeds, mortgages, wills, and lawsuits that provide the earliest source materials for tracing our history. Yet, nearly 50 years of exploration and conquest passed before Larchmont made another appearance in the written record. In September of 1661, an English trader named John Richbell claimed to have purchased lands that included the present town of Mamaroneck from two Indians who claimed to be chieftains acting for, and this is in the language of the original deed, all Indians living up Hudson River and elsewhere in America. Both claims were challenged in a series of legal depositions that eventually resulted in a Dutch title for Richbell. Now, John Richbell was engaged in trade between Massachusetts and the West Indies, and this trade was prohibited by the English navigation laws at the time. It seems that he wanted the land in Mamaroneck. That may be his ghost. We believe that he wanted the land in Mamaroneck, which was under the control of the more lenient Dutch, as a way station for his contraband trade. But just 4 years after Richbell's purchase, the English gained control of this territory, and that put an end to his smuggling business. So he got an English title to his land and tried to attract settlers. He laid the land out in house lots and commons, and a few families settled in the area around the Mamaroneck Harbor. But it was yet another 40 years before the first settlers came to what is now the village of Larchmont. Those first settlers were the Palmer family, Samuel and Mary Drake Palmer and their 6 sons. They bought the same square mile of land that is now Larchmont Village, and they built a farmhouse about here, about the Larchmont Public Library now stands. The Palmers were rather substantial people. They came here from Eastchester, where Samuel and his eldest son William had held many public offices, and their purchase of Larchmont made them the second largest landholders in the town of Mamaroneck. 1 year after the Palmers arrived, the people of Mamaroneck met for the first time to elect town officers. Samuel was elected town supervisor, and William was elected constable and clerk. Now, there's no doubt that their economic superiority figured in their election, but I think probably even more important was the fact that they possessed a skill that was very rare, if not unique, in the town at that time. And hard as it is to believe, that very rare, perhaps unique skill was the ability to write and live. Now, there were many people who could write their names. There were many people who could read. But the ability to write down anything that one wanted to write down was very rare. Even in 1707, that skill was so rare that the townspeople were induced to pay another Palmer's son, Obadiah, 12 shillings a year to keep the town records. And he was the only village official who received a salary for his services.
Because of the low level of literacy in the town, very little is known today about the colonial history of Larchmont. We had no gentlemen farmers or scholarly ministers to take pen in hand beside the hearth on a long winter evening. And since so little of what happened here was written down in the first place, precious little has survived. For example, Larchmont residents contributed only one document to the multi-volumed documentary history of New York State. And this document was written by two of the Palmer sons, Sylvanus and his brother Nehemiah. How that came about is an interesting subject, but it's one that we will not have time to consider today. When Samuel Palmer died, he willed his land in 4 equal parts to his 4 surviving sons. The portion along the post road from Larchmont Avenue to Weaver Street, along with the family homestead, which was about here, fell to Nehemiah. It remained in the hands of his heirs until 1795, when it was sold to Peter J. Monroe. Monroe was the nephew of John Jay, and he grew up in Jay's home. In 1795, Monroe was a young lawyer who had recently completed his apprenticeship in the law offices of Aaron Burr. He had also recently married Margaret White, the daughter of a wealthy and prominent New York City family. It seems that he wanted this land in order to establish a country seat in imitation of the estate of his Jay relatives in Rye. It is to Monroe that we owe the planting of the larches along the post road that later gave our village its name. But the name itself was coined not by Monroe, but by the next owner of the property, Edward Knight Collins. Now that name is very little known today, but when Collins bought the Old Monroe estate in 1845, it was a name to conjure with. Edward Knight Collins was known far and wide as the Yankee Lord of the Atlantic Ocean, as it says in the Dictionary of American Biography. And this was a tribute to the fact that he designed, built, and operated the first American steamships to cross the Atlantic. He established the first U.S. mail service to Europe, and for a short time, he was one of the richest and most powerful men in the United States. In 1860, Collins commissioned Frederick Law Olmsted to survey his estate in Larchmont. Now, there is no evidence that Olmsted provided any landscape design, but this is probably the origin of the persistent myth that the great man himself designed our beloved Manor Park. At about the same time, the wheel of fortune rolled on and Collins fell into bankruptcy. Larchmont was sold at auction in 1865 to Thompson J.S. Flint, a New York City banker. In 1872, Flint formed the Larchmont Manor Company to develop the property as a suburb for the families of New York City businessmen of moderate incomes. That was the announcement in the New York Times. The announcement went on to define what they meant by moderate income as between $2,500 and $5,000 a year. I'd like to know what that would mean in 1991 dollars, and perhaps there's some economist somewhere who could figure that out for us. At any rate, this undertaking got off to a slow start, and the majority of dwellings in the early years were merely summer cottages. At some point during those years, the old Palmer homestead was torn down. Near its site was erected a large summer cottage in which John Gilmore, a member of Larchmont's early actors colony, once lived. In 1891, the year the village was incorporated, that house was owned by Mrs. J.W. Southack, whose maiden name was Julia Woodruff. She was a relative of Edward Collins' first wife, one of many of her relatives who lived in Larchmont well into the 20th century. Now, Mrs. Southack's house became a roadhouse around 1910, known as the Plymouth Inn. In the next 7 years, it changed hands 5 times, being known successively as the Pequot, the Cornish, Wolf's Inn, Saratoga Inn, and finally in 1917, the Yale Inn. No one succeeded in turning a profit on the inn, however, and by 1920 the old building had deteriorated into an eyesore. Edward Albee, vaudeville tycoon and Larchmont benefactor,
bought the property for the express purpose, he said, of beautifying one of the most important corners in the village. Albee cleared the site in 1922, uprooting many ancient trees in the process, and built the block of buildings now standing along the southerly side of the post road at the corner of Larchmont Avenue. The Albee Bank, now Beth Emmet Synagogue, and the Albee Court apartment building. At the same time, he donated the rear portion of the property to the village of Larchmont as a site for a public library. Now, previous to this, for some 25 years, the reading needs of Larchmont's residents had been supplied by Frances Bullard, who ran a rental library out of her home at 31 Prospect Avenue. Mrs. Bullard was the wife of Dr. William Bullard, who was the first health officer of the village of Larchmont, among other public offices. And Mrs. Bullard operated the rental library as a benefit for her favorite charity, the Stony Hole Sanatorium in the Adirondacks. Some time passed before funds were raised for the erection of a public library building on the donated site, and even more time passed before the money was found to fill it with books. The building was designed by local architect Frank A. Moore, who also designed the Albee Bank and Albee Court, Village Hall, the Murray Avenue School, an addition to the Chatsworth School, and the Horseshoe Harbor Yacht Club, which until 4 a.m. this morning stood on Horseshoe Harbor. Funds for erecting the building were raised by the Larchmont Free Library Association. Oh, there's some of you who didn't know that. It's gone. Oh my God. Yes. A fire, yes. Excuse me? Yes, that'd be great. Thank you. All right, funds for erecting this building were raised by a private philanthropic organization called the Larchmont Free Library Association. But according to a local newspaper article of the time, the building remained a bookless monument until 1926, when the Free Library Association donated it to Larchmont Village on the condition that residents of the unincorporated section of the town be permitted to use it and that the village fund and operate it. The murals were painted in 1939 by Thomas Donnelly, a WPA artist. The murals were planned and their subjects selected by the Library Board of Trustees and the art section of the Larchmont Women's Club under the direction of Mrs. W.F. Mitchell. By now we've come to a period of time that remains in living memory, and no doubt many of you here today know much more about the subsequent history of the library than I do. So with that, I will conclude my talk, and I hope perhaps you will share some of your information with me afterwards. Thank you. Thank you, Judy. What is the publication date of your new book? We all want to know. We're expecting within 3 weeks. 3 weeks. Wonderful. Thank you. The publishing date is August 1st, but the book's going to be available in 3 weeks. All right. Thank you. There's a sign-in book. I was just asked to tell you that there's a sign-in book on the main circulation desk near the model. We would love to have you all sign in. Those of you who can stay a few more minutes, there's more punch and cookies, and we'd love to talk with you about our expansion plans. Thank you.
fait tirer l'oreille, hein. Vous avez hésité, il a fallu attendre, insister et tout, c'est pas vrai? Il raconte des Si, histoires. non, pas du tout, parce que je ne me sentais pas intellectuellement capable d'interviewer Dumézil. Et c'est vrai que j'ai dû lire beaucoup Dumézil avant de me dire, bon, est-ce que tu es prêt maintenant On ne peut pas l'interviewer comme ça, un type comme Dumézil, en disant, ah, j'ai lu 2-3 articles sur lui, et puis j'arrive, bonjour monsieur Dumézil, alors on parle. C'est pas possible. Ou alors on fait mal son métier. Il ne faut pas être léger, donc il faut avoir fait l'effort avant de lire Dumézil, et c'est pas facile parfois. Et c'est vrai, c'est pour ça qu'une conversation assez pointue avec Nora, parce qu'il me reproche de ne pas avoir interviewé, de ne pas avoir invité des gens des sciences humaines qui sont considérables comme Vernant, comme Lefort et d'autres. Mais parce qu'il fallait que je fasse l'effort de lire tous ces gens-là et je ne pouvais pas tous les lire et parce que c'est long, parce que c'est difficile et que pour nourrir un entretien, il faut avoir lu beaucoup, il faut avoir emmagasiné beaucoup d'informations pour les restituer sous forme de questions. Et puis parfois, il y a le malentendu magnifique. Vous citez Jean Kelevitch, par exemple. Jean Kelevitch, c'est vrai, vous dites, il a bien vendu son livre, mais c'est un achat de reconnaissance. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris tout ce qu'il racontait. Le bouquin n'était pas très facile à lire et à comprendre de manière générale, mais les gens ont aimé ce bonhomme. Non, Jean Kelevitch était très clair. Non, pas du tout. Il était très clair. C'est un homme d'une clarté éblouissante. Simplement, il était venu pour le je ne sais quoi, le presque rien, un livre de philosophie en 3 volumes. Et ça, c'est un phénomène que j'ai... alors, stupéfiant, c'est qu'il a vendu des livres, je ne sais pas, il a vendu 25 ou 30 000 exemplaires de ce livre, et les gens savaient qu'ils allaient acheter de la philosophie. Donc, ils ne le liraient pas, en fait, sauf quelques-uns. Sauf quelques-uns. Et là, ça, c'est fantastique. Jean Kelevitch avait été si extraordinaire, il avait été si étonnant, que les gens, j'en suis persuadé maintenant, j'ai reçu des témoignages là-dessus, avaient acheté son livre par reconnaissance. Par reconnaissance pour un homme d'une qualité exceptionnelle, pour un humaniste qui les avait éblouis, enchantés pendant 1 heure. Et ils se sont dit, cet homme-là, il faut avoir gardé un lien avec lui. Eh bien, on va l'acheter son livre. Bien sûr, on ne le lira peut-être pas, on en lira quelques pages, mais il sera là dans notre librairie, sous notre regard, et de temps en temps, on rendra un petit hommage à Jean Kelevitch. Et il y a eu aussi la même chose mais dans un ordre différent, avec Agege. Oui, parce qu'il y avait De Vaux, s'il s'était passé quelque chose. Non, mais Agege avait été éblouissant, Ouais. éblouissant, vraiment. Avec De Vaux, vous avez fait un numéro extraordinaire. Alors moi, je disais à Agege, quand même, votre livre, il est assez difficile. Agege, c'est l'homme de langage. Hein, C'est ça. Et De Vaux disait, oh mais le livre d'Agege, c'est mon livre de chevet. Alors que le livre d'Agege était vraiment s'adressait aux linguistes. Il racontait des histoires. Ouais. Et puis il y a eu aussi Dieudonné, un mathématicien, vieux mathématicien, et j'avais dit, on peut comprendre votre livre jusqu'à la page 18 ou 24. Après, c'est fini. Et tous les autres membres du plateau avaient dit, nous sommes allés jusqu'à la page 24. Après, c'est terminé, on ne comprend plus rien. Plus rien, plus rien. Il avait plus vendu des équations. Il a vendu 25 ou 30 000 exemplaires. Parce qu'il était aussi, c'était un homme d'une qualité exceptionnelle. Ça passait l'écran. Et les gens se sont dit, quel merveilleux homme. Alors je pense qu'il y avait des gens qui ont fait Maths P, qui ont voulu quand même tâter de ce livre, voir s'ils étaient capables. Ils sont allés à la page 30 ou 35, ceux-là. Mais la plupart n'étaient pas capables de lire un ouvrage comme celui-ci. C'était une manière de reconnaissance. Et Bernard Pivot, regardez, là on parle de Jean Kelevitch. Moi je me souviens en gros de l'émission, pas très bien, c'était en 82, 83, non, c'était dans ces eaux-là. Et j'ai comme une phrase qui m'en revient, qui n'a rien à voir avec tout ça. C'est Jean Kelevitch a dit un truc terrible, une phrase terrible. Il parlait des intellectuels allemands. Il avait dit, on peut s'en passer. Vous vous souvenez de ça? Oui, non, mais parce qu'il avait... C'était bien une sûr. violence, une amertume personnelle. Ah non, bien sûr. Il car refusait avait de souffert. lire les philosophes allemands, il refusait d'écouter la musique allemande. Il avait fait un trait sur l'Allemagne. Il disait non à C'est un moment terrible. Et ça, je dois dire que si Jean Kelevitch existait aujourd'hui, ce serait extraordinaire de connaître son opinion sur la réunification des 2 Allemagnes. Alors, rapidement, parce que le temps tourne. Ah oui, parce que je voudrais... Non, ils ont du temps, ne vous inquiétez pas, ils ont du temps, et puis ça les intéresse probablement comme les auditeurs. Les grands regrets, vous l'avez dit, c'est Braudel. Ben, c'est Braudel parce que là j'ai trop attendu. Je disais je ne suis pas encore capable de le terminer, il faut que je lise davantage. Et puis bon, j'étais trop lambin et il est mort avant que j'aille sonner à sa porte. Et c'est bien dommage. C'est un grand regret l'apostrophe. Et puis des gens qui n'ont pas voulu, comme René Char. C'est comme ça, il n'y peut rien. Et puis on apprend dans ce livre plein de choses. Il y a des petits regrets, par exemple. Vous racontez votre vrai petit regret avec Simenon. Vous l'avez provoqué sur la mort de sa fille. Et oui, parce que quand il m'a raconté le suicide de sa fille, et il avait fait entendre des documents qui étaient très émouvants, on entendait la voix de sa fille, il avait mis le magnétophone, et à un moment il a raconté le suicide de sa fille, et il a dit, voilà, elle a pris un pistolet, il a donné je ne sais pas la marque du pistolet, mais enfin un 7, ou je ne sais plus, moi je ne suis pas très expert dans ces choses-là, voilà. Et puis c'est tiré. Et j'ai été très frappé que lui, Simenon,
donne un détail sur le revolver. Sur le revolver. J'étais assez étonné. Alors je lui ai dit, mais attendez, quand vous racontez ça, c'est le père de Marie-Jo qui pose cette question, qui explique ceci, ou est-ce que c'est le commissaire Maigret? Alors, bon, puis je lui ai répété la question. Et quand j'ai revu l'émission à la mort de Simon, j'ai pensé que j'avais fait une erreur et que j'aurais jamais dû répéter cette question qui lui a fait mal. Et vous ne le dites pas dans votre livre, et je vous pose la même question sur Dubrovski quand vous l'avez reçu. Vous vous souvenez? Oui, bien sûr. À un moment, vous lui dites, vous avez tué votre femme. Oui, mais là c'est mon travail de journaliste. Non, mais à l'antenne, c'était terrible, souvenez-vous. C'était terrible parce que c'est vrai que son livre, on se disait, mais enfin, par amour de la littérature, cet homme, il a conduit sa femme à la mort. C'est ce que je me suis dit. Je ne demandais qu'à me tromper. Et il était brisé, là. Il a été brisé, mais je pense que c'était un homme qui était brisé avant. Ouais. Mais en même temps, c'est parce que c'est un homme brisé qui fait de la littérature. Ouais. Et qui fait des romans qui sont tout à fait originaux. Alors regardez, Bernard Pivot, il va conclure là-dessus. Là, vous parlez avec bonheur, avec plaisir, avec enthousiasme de ces livres que vous avez lus, dont vous avez invité les auteurs. Et puis dans ce livre, vous nous dites ce que vous avez dit auparavant, notamment dans la dernière émission, vous dites « La fête est finie. Un jour, j'ai plus eu envie de lire des romans. » Des romans, oui. Ben oui, parce que c'est comme ça. J'en ai eu assez de lire 10, 12, 15 heures par jour et... D'abord, les romans sont moins bons ou simplement Non, il y a pas du une tout. Non, pas lassitude? du tout. Non, c'est pas du tout. C'est pas que les romans étaient moins bons, c'est que simplement, j'en avais assez de lire des romans. Quand je voyais arriver un gros roman de 800 pages, je vais me dire, je vais passer 2 jours et demi, 3 jours de ma vie sur ce roman. Et j'ai dit non. Alors, dans la mesure où je disais non, je ne pouvais plus lire des romans, eh bien, je ne pouvais plus assumer le travail qui était le mien. Donc, j'ai préféré renoncer. Alors aujourd'hui, ça veut dire que c'est terminé, vous n'ouvrez plus les paquets où il y a des romans, vous recevez toujours des livres. Ah non, maintenant, comment, j'ai lu quelques romans, là, mais je lis des romans selon mon plaisir, quand je veux, on peut faire ce que l'on veut maintenant, c'est fini, c'est à vous maintenant de lire, tout à dire, non, Mais comme j'ai ça. encore du bonheur. Hein. J'ai encore Ah du non, bonheur à c'est le dire. agréable, mais maintenant, je peux lire ce que je veux, quand je veux. Vous regrettez également de ne pas avoir été, enfin vous avez résisté à l'envie d'aller au jury du Renaudot, dites-vous. Vous pourriez y aller maintenant? Non, parce que j'ai même de refuser d'y Ah bon. aller. Non, parce que c'est vrai que quand on m'a demandé, ça m'a fait Mais plaisir. c'est un vrai regret hein, pour vous. Oui, c'est un vrai regret parce que Maurice Noël, qui a été le rédacteur en chef du Figaro littéraire, qui a été, je dirais, mon maître dans le journalisme, faisait partie du jury Renaudot. Puis Pierre Mazard, qui était aussi un journaliste du Figaro littéraire, qui était un ami à moi, on était tous les deux membres du jury Renaudot. Et quand ils sont morts l'un et l'autre, on m'a demandé de faire partie du jury, surtout quand Mazard est mort. Et j'ai dit non parce que comment siéger dans un jury 3 ou 4 fois par an, on se réunit, alors que les gens d'à côté publient des livres. Donc comment rester soi-même et ne pas les inviter alors qu'ils vont tous compter sur mon émission pour faire la promotion de leur bouquin. J'ai donc dit non. Et puis maintenant, bon, cette envie m'a passé. Non, voilà, c'est fini. Alors, tous les invités, vous avez chacun le droit de poser une question à Bernard Pivot. C'est génial quand même, vous l'avez sous la main. Le monde est renversé, allez-y, chacun la question dont vous avez envie. On ne l'a pas préparé, peut-être que vous n'avez pas de questions. Patrick Champagne n'a pas de questions. Moi, j'ai une remarque sur l'embarras dans Allez-y. lequel le livre plonge le lecteur, parce qu'il y a tellement d'anecdotes savoureuses qu'on a envie de ne pas le recommander, de le garder pour soi, pour raconter les anecdotes C'est le autour de contraire soi. de l'achat de reconnaissance. là. Oui, c'est pas l'achat de Absolument. reconnaissance. Cela dit, sur la question de la complexité du rapport avec les intellectuels, je trouve qu'il y a un tournant dans le livre. Parce que Pierre Nora vous interroge tout le long du livre, et au moment où vient cette question Ouais, du rapport avec c'est les lui qui intellectuels, parle. c'est vous qui posez les questions. Oui, bah Tout oui. d'un coup, Ouais. vous retournez Ah bah et vous oui. posez une succession de questions. Et je lui dis, je vous préviens, je ne répondrai pas à votre prochaine question si vous ne répondez pas à ma question. Et il y répond très longuement, et c'est, à mon avis, passionnant. Oui, mais vous trichez un peu quand même dans ce va-et-vient de questions-de-réponses, parce qu'il y a, par exemple, je ne sais pas comment vous avez fait, vous allez le dire, il y a tout un exposé que vous faites, donc par écrit, et puis d'un seul coup, il y a une petite question de relance de 2 lignes de Pierre Nora. Ça veut dire qu'il vous a envoyé un petit télégramme à ce moment-là, ou bien il pourquoi l'a pas, rajouté oui. après Non, c'est pas ça, non, simplement, c'est un deuxième parti. Ouais. Donc là, parfois on se téléphonait, et je disais, j'ai fait une réponse très très longue, etc. Donc je faisais la relance, ou bien lui-même, ou bien c'est lui qui m'a envoyé un tout petit mot, mais ça c'est rien. D'accord. Alors la question Oui. de Volton. Moi, ce n'est pas une question, c'est un constat, parce que vous l'avez bien expliqué, c'est qu'en tant qu'intellectuel, j'ai comme Nora et beaucoup d'autres regretté que vous n'invitiez pas davantage, notamment des spécialistes des sciences sociales, mais je crois que vous avez bien répondu. Vous avez du mal à faire les 2 activités, et je crois que la question posée par les sciences sociales ou la vie intellectuelle
disons, plus abstraites ou plus minoritaires passent moins à la télévision. Et je crois que c'est un rapport de force constant entre ce qui peut passer à la télévision et ce qui n'y passe pas. Vous dites dans votre livre, il y a ce qui est traitable par la télé, ce qui ne l'est Oui, pas. et je crois qu'on ne peut pas tout traiter à la télévision. Un certain nombre d'idées peuvent passer. Exact. On peut passer à un certain âge de sa vie quand on est un intellectuel pour dire certaines choses qui sont toujours très simplifiées. Parce que c'est la contrainte de la télévision, il faut que ce soit du spectacle et simple. C'est la contrainte du grand public Du en grand général. public. La Et de difficulté, la télévision, et que c'est vrai que des fois on peut le faire, des fois on ne peut pas le faire. Et je crois que c'est un rapport de force permanent. la difficulté de faire passer la poésie à la télé. Bien sûr. Et ça, je m'en explique. Et les C'est-à-dire- idées en général. C'est-à-dire que la télévision, c'est ça, c'est l'éclairage, c'est le spectacle, c'est le haut-parleur. Et la poésie, eh bien, c'est le secret d'une parole, c'est l'écart d'une sensibilité. Et comment les grosses pattes de la télévision peuvent-elles appréhender ces choses si douces, si infimes, et parfois même si rudes, mais si secrètes de la poésie? Oui, mais ça peut passer aussi, on le sait bien, sur un regard, sur un instant, sur un silence, sur un plaisir, un bonheur partagé. C'est aussi ça, la poésie, parfois à l'antenne, simplement. Même quand vous dites que tout n'est pas traitable, on pourra en discuter. On va en discuter maintenant avec votre livre. Oui. Vous avez fait une très bonne liaison. Un tout dernier mot, Bernard Pivot, c'est vrai que vous avez raté votre vendange? Eh oui. Oui, la grêle est Ça, c'est tombée. le drame. J'ai un tout petit hectare, pas beaucoup, un hectare, et bon, un soir, la grêle est tombée. Oh là là, ça a été terrible. Vous dévasté. étiez ce jour-là, vous étiez Eh bien, sur le j'étais- terrain? Non, j'étais dans le train, je suis arrivé, j'ai vu j'ai vu que c'était. Vous savez que le lendemain, il y avait encore des congères de grêlons. Ouais. Je sais pas, vous vous rendez compte ce que c'est terrible. Ouais, hein. ouais. Alors, non, mais il ne faut pas plaisanter de ces choses-là. Ah, je ne parce que- plaisante pas du tout. non, Non, qu'on c'est est de là- la sérieux, non, mais il faut vite passer aux autres. Non, oui, non, mais je ne le permettrai pas parce que je vais vous dire, moi je ne vis pas de la vigne. Mais quand vous êtes un viticulteur Oui. et que votre vigne est Tout à fait. ravagée par la grêle, je peux vous dire que c'est terrible. J'ai vu, moi, des vieux vignerons, vous savez, noueux comme des cèpes, je les ai vus pleurer parce que leur vigne était ravagée. Hein. Ça, c'est terrible. Très bien. Dominique Volton. Alors, l'éloge du grand public. D'abord, on a un bel exemple de télévision culturelle pour le grand public avec le succès formidable Absolument. d'Apostrophe. Ça va tout à fait dans ma thèse. Alors, votre thèse, c'est la télévision grand public à sa place. Je dirais même que c'est la télévision qui doit exister. Mais vous commencez à dire dans votre bouquin qu'on n'a jamais vraiment réfléchi sur la télévision. Moi, j'ai le sentiment inverse. Quand on voit les bouquins qui passent, on a imprimé des milliers de tonnes de papier sur la télévision. Oui, ce que je dis, c'est que du point de vue des recherches ou de l'effet de la télévision, comment les gens la regardent, l'influence qu'elle a, etc., on sait à peu près tout. Les recherches, commencées sur la radio d'ailleurs avant la télévision et depuis sur la télévision, d'un point de vue intellectuel et scientifique, on sait. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces résultats de recherche ne passent pas, parce que depuis toujours la télévision fascine et fait peur. Les hommes politiques ont voulu la contrôler, donc par conséquent, ils n'ont pas voulu savoir ce qu'elle représentait réellement. Les intellectuels ont très vite été très hostiles, hélas, à l'égard de la télévision. Il le demeure. Ils le demeurent pour leur très grande majorité, parce qu'ils considèrent que c'est un outil qui n'est pas démocratique, alors que je considère au contraire que la télévision est finalement un outil très démocratique parce que égalitaire. Et donc les professionnels de la télévision qui ont fait la télévision depuis 40 ans, eh bien, se sont dit il faut quand même qu'on la fasse contre vents et marées. Et donc du coup, il y a toute une culture qui n'a pas réussi à passer. Et je trouve que c'est dommage parce que je dis que pour une société, la télévision est aujourd'hui aussi importante que l'armée, que l'école, que la recherche. Et dans tous ces domaines, on considère normal qu'il y ait des connaissances. Ouais. Et qu'on les connaisse et qu'on ne puisse pas dire, eh ben pour la télévision, tout le monde considère du jour au lendemain qu'il sait ce que c'est. Alors c'est aussi, si je puis dire, l'envers de la démocratie, c'est comme nous la regardons tous les jours. On en est tous des spécialistes et on a du mal à admettre que Elle quelque appartient chose... à tout le monde. Hein. Alors ça, c'est sa force. Ouais. C'est en ça que je trouve que c'est démocratique, parce qu'on la regarde tous, on la déteste tous, on ne peut pas s'en passer. Et je trouve qu'à la fois qu'on puisse la regarder, qu'on ne puisse pas s'en passer, c'est ce qui nous permet d'en sortir. Ouais. Alors justement, la grande mode aujourd'hui, et c'est là que vous êtes complètement à contre-courant avec ce livre, et c'est ce qui le rend intéressant, la grande mode, c'est de dire la télévision de papa, la grande télévision avec le grand public, comme celui qu'on a peut-être ce soir, si tout va bien, qui avait en tout cas certainement sur les émissions précédentes. Cette télévision-là, elle est morte, il faut laisser la place à des émissions fragmentées, thématiques, c'est-à-dire à une émission, des chaînes sportives, des chaînes culturelles, des chaînes musicales, et vous dites pas du tout attention danger. Oui, je dis attention danger parce que ça, c'est la question qui m'intéresse le plus, c'est à quoi sert la télévision dans nos sociétés démocratiques de masse. Eh bien, je trouve que si en termes de communication, elle ne nous satisfait pas toujours, parce qu'en fait, on n'est jamais très content des programmes qu'on regarde, elle a par contre une autre fonction qui je trouvais beaucoup plus importante, c'est que c'est une activité que nous faisons tous en commun, les jeunes, les vieux, les gens de la ville, les pauvres, les riches. Et quand on regarde des émissions généralistes, potentiellement tout le monde, autrement dit le grand public, et presque toute la société peut regarder. C'est-à-dire que la télé, c'est le lien de tous ces gens-là. Voilà. Et cette forme de lien social, d'espèce de communication, de communion, dans une société qui est quand même finalement très abstraite, et je trouve une des formes les plus fortes de communication sociale. Et d'ailleurs, je pense que si dans nos sociétés, il n'y avait pas la télévision, on voudrait l'inventer. Parce qu'on est dans une société qui a deux caractéristiques contradictoires. Un, c'est une société de masse,
du point de vue de l'économie, du point de vue de la politique, puisque nous sommes des démocraties qui votons au suffrage universel, et en même temps, cette société repose en permanence sur l'individu. On ne valorise que l'individu. Et il y a une contradiction entre la logique individuelle et la logique de masse. Et je trouve que le génie de la télévision, c'est que c'est quelque chose qu'on regarde tout seul chez soi, librement, sans contrainte sociale, et qui en même temps nous fait participer à une activité collective. Oui, mais attendez, on pourrait faire exactement la démonstration inverse, en disant C'est-à-dire que la télévision, qui crée un lien social, qui renvoie une image de ce lien à tout le monde, c'est un outil de standardisation, et les intellectuels diraient peut-être d'abêtissement. Oui, mais alors là, on retombe sur les éternels problèmes bien Pour réglés. intellectuel ce soir. Hein. Bien réglé par les recherches, c'est que le présupposé de ce raisonnement, c'est que le public est passif devant la télévision et qu'en gros, en parenthèse, on dit qu'il est passif devant la télévision, comme on a dit entre 1920 et 1960 qu'il était passif devant la radio, parce que les critiques que l'on adresse à la télévision, on a adressé exactement les mêmes quand la radio avait la fonction de média de masse qu'aujourd'hui la télévision. Mais elle s'est renforcée par l'idée de l'image, parce qu'on suppose que l'image, c'est un vieux problème de la tradition occidentale, on se méfie de l'image. Donc la télévision, on considère que les gens sont passifs devant. Pas du tout. Ils ont leurs valeurs, leurs histoires, leur religion, leurs choix idéologiques, leur culture, leurs identités. Mais vous ne répondez pas à la question, Si, standardisation. si. Ça veut dire que quand vous regardez tout le monde reçoit la même image. Donc c'est ça l'idée de standardisation. Mais personne n'en fait la même chose. Et c'est là où l'image de télévision est un facteur de liberté, c'est que à la fois c'est le même message envoyé à tout le monde et personne n'en fait la même chose. Vous voulez dire donc que la télé, l'air de rien, d'abord, les gens la regardent de manière intelligente, ça je le crois volontiers, Oui. et qu'elle aiguise le sens critique. Alors d'abord, il y a une culture de la télévision qui s'est constituée, et contrairement à ce qu'on pense, écoutez, la manière dont on sous-estime en permanence l'intelligence du grand public c'est vrai. est constante. En politique, on croit que les gens sont idiots et quand même ils votent, et dans l'ensemble, ils votent pas trop mal. Et moi, je soulève toujours cette contradiction. Si on dit que les citoyens ne sont pas trop idiots quand ils votent, en tout cas c'est le principe de la démocratie, le nôtre, pourquoi diable seraient-ils idiots quand ils écoutent la radio ou la télévision? Il faut choisir. Bon. Donc je crois que nous sommes quand même contenus par notre principe démocratique, c'est que le public qui regarde la télévision, il n'est pas plus idiot que le public qui vote, en tout cas les citoyens, parce que c'est les mêmes individus. Oui, mais on dit le public, le grand public, l'opinion publique. Ah, c'est pas le même problème. Non, mais on va le voir avec Champagne Oui, tout c'est à pas l'heure, le mais même c'est un problème. vrai problème. Oui. D'ailleurs, il y a un parallèle que vous faites en disant le grand public et l'opinion publique, ils n'existent pas vraiment en tant que tels. Non, Vous dites vous-même dans non, votre livre. moi je pense que c'est un concept très important à préserver, l'idée de grand public, parce que c'est l'idée d'une société, alors qu'en fait nous vivons dans des sociétés qui sont quand même les nôtres, très hiérarchisées, très atomisées, et donc par conséquent il n'y a pas beaucoup d'occasions de communication et de liens. Je crois que la télévision en fait une, et moi je vous dis franchement, contrairement à ce que disent beaucoup d'intellectuels, la télévision a été depuis 50 ans un outil de promotion sociale. Même aujourd'hui, de quoi parlent les gens dans le métro, dans la radio, dans l'entreprise ou même en famille? Ils parlent de ce qu'ils ont vu à la télé, mais c'est une ouverture qui est quand même extraordinaire sur la réalité. Oui, alors ça veut dire qu'à contrario, d'après si on vous suit bien, ça veut dire que la télé thématique, c'est une télé d'égoïstes. Ben, la télévision thématique, c'est une télévision. Alors, apparemment, c'est mieux. Alors, Ça peut aller ensemble oui. quand même, on peut avoir les Oui, deux. non, mais d'un point de vue, disons, de la réalité empirique, il n'y a aucune contradiction à avoir simultanément des télévisions généralistes ou des télévisions thématiques. Le problème se pose quand on commence à nous dire depuis une dizaine d'années que la télévision thématique, c'est la vieille voiture, c'est la vieille télévision. Et que Généraliste, vous voulez dire. Pardon, la Ouais. télévision généraliste, et que grâce au progrès de la segmentation, comme dans la publicité, on va offrir du sport à ceux qui veulent du sport, de la religion, etc., du sexe. Et je trouve que ce qu'on va perdre là, c'est en fait ce lien social. Et je donne un exemple, une grille de programmes. Nous, comme nous sommes téléspectateurs, nous ne sommes intéressés que par une partie des programmes. Le simple fait d'être obligé tous les jours de constater que 80% des programmes ne nous intéressent pas, mais qu'ils ont la même valeur, ces programmes, que les programmes que nous regardons, c'est une école de tolérance. Donc la grille générale d'une chaîne de télévision généraliste, Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Hein. c'est quelque chose qui D'accord. vous oblige à reconnaître que d'autres qui n'ont pas les mêmes goûts que vous ont autant de droits que vous de regarder quelque chose. Oui, mais c'est très bien, parce que moi je suis devant, c'est vrai que ça fait plaisir à Je entendre. parle pour une chaîne généraliste. Hein. Oui, bien sûr, mais ça veut dire aussi que vous considérez, là, vous n'aimez pas vraiment le public apparemment, que quelqu'un qui tombe par hasard sur une émission comme la nôtre, bon, il a la chance de faire un peu de culture, mais c'est par hasard s'il est là. C'est sa chance. Non, d'abord, premièrement, il peut éventuellement choisir. Non, De- en dehors du très très gros public qui vient naturellement Ah, mais- sur l'émission. Ah, mais moi, du public de masse, vous voulez dire, du grand public de masse. On ne parlera pas des quotas, là, ni des parts de marché, mais de toute façon, moi je crois que la télévision, ça marche comme ça, on zappe. Et ce qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est qu'on zappe entre plusieurs chaînes et qu'on est accroché souvent. Pourquoi les chaînes généralistes sont plus riches que les autres? C'est parce qu'elles offrent un éventail de programmes plus large et que vous avez plus de chances d'être accroché par quelque chose auquel vous n'avez pas pensé dans une succession de programmes d'une chaîne normale comme Antenne 2 ou TF1, que si vous êtes uniquement sur une chaîne qui vous programme du sport ou de la religion ou de l'information. Si vous, le risque de vous intéresser à quelque chose qui ne vous intéressait pas a priori est plus faible dans une chaîne thématique que
que dans une chaîne généraliste. Oui, Et mais- puis on met chacun dans sa boîte dans une chaîne Mais en même thématique. temps, le zapping tel que vous l'expliquez, c'est magnifique parce que c'est vrai que c'est la rencontre, parfois par hasard, ou juste la comparaison entre deux spectacles, entre deux programmes. Et en même temps, et Bernard Pivot l'explique très bien, c'est une contrainte formidable pour des émissions comme les nôtres. Vous racontez très précisément qu'avec l'arrivée du zapping, Bernard, vous avez modifié l'ordre de présentation et d'intérêt d'apostrophe. Et c'est vrai que c'est la réflexion que je me fais chaque semaine. Oui, absolument. Oui. Oui, mais moi je crois que le zapping, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, ne change pas le statut de la programmation. Parce qu'on zappe et on boucle, si je puis dire. Parce qu'on passe d'une chaîne à l'autre, et si ça ne plaît pas sur une chaîne, on revient. Et ce qui se passe, à mon avis, ce qui fait la force de l'image de télévision, c'est en ça que je pense que c'est quand même un outil démocratique, la télévision, c'est qu'il se passe dans l'image autre chose que ce que les gens disent. Il y a des moments de vérité, de sentiments, qui font que finalement vous restez quelques secondes sur une image ou quelques minutes sur une émission, parce qu'il se passe quelque chose qui n'est pas la même chose que ce qui se passe dans l'appartement d'à côté. Et c'est en ça que plus vous avez une grille de programme large, plus vous avez des chances, disons, d'offrir au plus grand nombre possible de public la possibilité de sortir de leur petite boîte. Parce que nous sommes quand même tous dans les petites boîtes. Bernard Pivot. En lisant le livre de Volton, je me suis posé cette question. Est-ce que je préférerais faire une émission culturelle sur une chaîne généraliste, sur la 2, ou d'aller faire une émission culturelle sur la 7, qui est une chaîne Eh culturelle? ben, vous me la retirez de la bouche, cette Eh ben, question. J'avais prévu de vous la poser. Et bien voilà. Et bien ma réponse, ça a été de dire, au fond, si je suis au chômage, bien sûr, je vais faire une émission culturelle sur la 7. Mais si j'ai le choix, je reste sur la 2 pour faire sur une chaîne généraliste. Pourquoi? Parce Pour qu'il me parler à semble- tout le monde. Pour parler à tout le monde. Ouais. Et je vais prendre une comparaison. Si je suis curé, il me semble que j'aimerais pas trop être curé dans un monastère avec d'autres curés. Je préfère être curé, au fond, dans une paroisse généraliste, Viticole. banlieue, dans la campagne, parce que je vais y rencontrer des gens qui croient en Dieu, mais d'autres qui ne croient pas beaucoup, puis d'autres qui croient un tout petit peu, puis d'autres pas du tout. Et au fond, l'intérêt, c'est de parler avec ces gens-là plutôt que de parler avec des gens qui, de toute façon, croient autant en Dieu que moi. Donc voilà, donc il me semble, moi, c'est pour ça que je trouve que Caractère ou Apostrophe ou d'autres émissions culturelles qui passent sur les chaînes généralistes sont très importantes à la télévision. Que le génie de la télévision, c'est que c'est quelque chose qu'on regarde tout seul chez soi, librement, sans contrainte sociale, et qui en même temps nous fait participer à une activité collective. Oui, mais attendez, on pourrait faire exactement la démonstration inverse, en C'est-à-dire disant que la télévision, qui crée un lien social, qui renvoie une image de ce lien à tout le monde, c'est un outil de standardisation, et les intellectuels diraient peut-être d'abêtissement. Oui, mais alors là, on retombe sur les éternels problèmes bien Pour réglés. intellectuels ce soir. Hein. Bien réglé par les recherches, c'est que le présupposé de ce raisonnement, c'est que le public est passif devant la télévision et qu'en gros, en parenthèse, on dit qu'il est passif devant la télévision, comme on a dit entre 1920 et 1960 qu'il était passif devant la radio, parce que les critiques que l'on adresse à la télévision, on a adressé exactement les mêmes quand la radio avait la fonction de média de masse qu'aujourd'hui la télévision. Mais elle s'est renforcée par l'idée de l'image, parce qu'on suppose que l'image, c'est un vieux problème de la tradition occidentale, on se méfie de l'image. Donc la télévision, on considère que les gens sont passifs devant, pas du tout. Ils ont leurs valeurs, leurs histoires, leur religion, leurs choix idéologiques, leur culture, leurs Mais identités. vous ne répondez pas à la question, Si, standardisation. si. Ça veut dire que quand vous regardez tout le monde reçoit la même image. Donc c'est ça l'idée de standardisation. Mais personne n'en fait la même chose. Et c'est là où l'image de télévision est un facteur de liberté, c'est que à la fois c'est le même message envoyé à tout le monde et personne n'en fait la même chose. Vous voulez dire donc que la télé, l'air de rien, d'abord, les gens la regardent de manière intelligente, ça je le crois volontiers, Oui. et qu'elle aiguise le sens critique. Alors d'abord, il y a une culture de la télévision qui s'est constituée, et contrairement à ce qu'on pense, écoutez, la manière dont on sous-estime en permanence l'intelligence du grand public Ouais, c'est vrai. est constante. En politique, on croit que les gens sont idiots et quand même ils votent, et dans l'ensemble, ils votent pas trop mal. Et moi, je soulève toujours cette contradiction. Si on dit que les citoyens ne sont pas trop idiots quand ils votent, en tout cas c'est le principe de la démocratie, le nôtre, pourquoi diable seraient-ils idiots quand ils écoutent la radio ou la télévision? Il faut choisir. Bon. Donc je crois que nous sommes quand même contenus par notre principe démocratique, c'est que le public qui regarde la télévision, il n'est pas plus idiot que le public qui vote, en tout cas les citoyens, parce que c'est les mêmes individus. Oui, mais on dit le public, le grand public, l'opinion publique. C'est pas le même Qui est- problème. Non, mais on va le voir avec Champagne oui, tout c'est à pas l'heure, le mais même c'est un problème. vrai problème. Oui. D'ailleurs, il y a un parallèle que vous faites en disant le grand public et l'opinion publique, ils n'existent pas vraiment en tant que tels. Non, Vous dites c'est vous-même dans non, votre livre. moi je pense que c'est un concept très important à préserver l'idée de grand public parce que c'est l'idée d'une société, alors qu'en fait nous vivons dans des sociétés qui sont quand même les nôtres, très hiérarchisées, très atomisées, et donc par conséquent il n'y a pas beaucoup d'occasions de communication et de liens. Je crois que la télévision en fait une, et moi je vous dis franchement, contrairement à ce que disent beaucoup d'intellectuels, la télévision a été depuis 50 ans un outil de promotion sociale. Même aujourd'hui, de quoi parlent les gens dans le métro, dans la radio, dans l'entreprise ou même en famille? Ils parlent de ce qu'ils ont vu à la télé, mais c'est une ouverture qui est quand même extraordinaire sur la réalité. Oui, alors ça veut dire qu'à contrario, d'après si on vous suit bien, ça veut dire que la télé thématique, c'est une télé d'égoïstes.
Ben, la télévision thématique, c'est une télévision. Alors, apparemment, c'est mieux. Alors, Ça peut aller ensemble, oui. quand même, on peut avoir les Oui, deux. non, mais d'un point de vue, disons, de la réalité empirique, il n'y a aucune contradiction à avoir simultanément des télévisions généralistes ou des télévisions thématiques. Le problème se pose quand on commence à nous dire depuis une dizaine d'années que la télévision thématique, c'est la vieille voiture, c'est la vieille télévision. Et que Généraliste, vous voulez dire. Pardon, la Ouais. télévision généraliste, et que grâce au progrès de la segmentation, comme dans la publicité, on va offrir du sport à ceux qui veulent du sport, de la religion, etc., du sexe. Et je trouve que ce qu'on va perdre là, c'est en fait ce lien social. Et je donne un exemple, une grille de programme. Nous, comme nous sommes téléspectateurs, nous ne sommes intéressés que par une partie des programmes. Le simple fait d'être obligé tous les jours de constater que 80% des programmes ne nous intéressent pas, mais qu'ils ont la même valeur, ces programmes, que les programmes que nous regardons, c'est une école de tolérance. Donc la grille générale d'une chaîne de télévision généraliste, Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Hein. c'est quelque chose qui D'accord. vous oblige à reconnaître que d'autres qui n'ont pas les mêmes goûts que vous ont autant de droits que vous de regarder quelque chose. Oui, mais c'est très bien, parce que moi, je suis bon, c'est vrai que ça fait plaisir à Je entendre. parle pour une chaîne généraliste. Hein. Oui, bien sûr. Mais ça veut dire aussi que vous considérez, là, vous n'aimez pas vraiment le public apparemment, que quelqu'un qui tombe par hasard sur une émission comme la nôtre, bon, il a la chance de faire un peu de culture, mais c'est par hasard s'il est là. C'est sa chance. Non, d'abord, premièrement, il peut éventuellement choisir. Non, en dehors du très très gros public qui vient naturellement Ah, mais- sur l'émission. Ah, mais moi, du public de masse, vous voulez dire, du grand public de masse. On ne parlera pas des quotas, là, ni des parts de marché. Mais de toute façon, moi, je crois que la télévision, ça marche comme ça. On zappe. Et ce qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est qu'on zappe entre plusieurs chaînes et qu'on est accroché souvent. Pourquoi les chaînes généralistes sont plus riches que les autres? C'est parce qu'elles offrent un éventail de programmes plus large et que vous avez plus de chances d'être accroché par quelque chose auquel vous n'avez pas pensé dans une succession de programmes d'une chaîne normale comme Antenne 2 ou TF1, que si vous êtes uniquement sur une chaîne qui vous programme du sport ou de la religion ou de l'information. Si vous voulez, le risque de vous intéresser à quelque chose qui ne vous intéressait pas a priori est plus faible dans une chaîne thématique que dans une chaîne généraliste. Oui, Et mais- puis on met chacun dans sa boîte dans une chaîne Mais en thématique. même temps, le zapping tel que vous l'expliquez, c'est magnifique parce que c'est vrai que c'est la rencontre, parfois par hasard, ou juste la comparaison entre deux spectacles, entre deux programmes. Et en même temps, et Bernard Pivot l'explique très bien, c'est une contrainte formidable pour des émissions comme les nôtres. Vous racontez très précisément qu'avec l'arrivée du zapping, Bernard, vous avez modifié l'ordre de présentation et d'intérêt d'apostrophe. Et c'est vrai que c'est l'impression que je me fais chaque semaine. Oui, absolument. Oui. Oui, mais moi je crois que le zapping, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, ne change pas le statut de la programmation. Parce qu'on zappe et on boucle, si je puis dire. Parce qu'on passe d'une chaîne à l'autre, et si ça ne plaît pas sur une chaîne, on revient. Et ce qui se passe, à mon avis, ce qui fait la force de l'image de télévision, c'est en ça que je pense que c'est quand même un outil démocratique, la télévision, c'est qu'il se passe dans l'image autre chose que ce que les gens disent. Il y a des moments de vérité, de sentiments, qui font que finalement vous restez quelques secondes sur une image ou quelques minutes sur une émission, parce qu'il se passe quelque chose qui n'est pas la même chose que ce qui se passe dans l'appartement d'à côté. Et c'est en ça que plus vous avez une grille de programme large, plus vous avez des chances, disons, d'offrir au plus grand nombre possible de public la possibilité de sortir de leur petite boîte. Parce que nous sommes quand même tous dans les petites boîtes. Bernard Pivot. En lisant le livre de Volton, je me suis posé cette question. Est-ce que je préférerais faire une émission culturelle sur une chaîne généraliste, sur la 2, ou d'aller faire une émission culturelle sur la 7, qui est une chaîne Eh culturelle? bien, vous me la retirez de la bouche, cette Eh ben, question. J'avais prévu de vous la poser. Et ben voilà. Et ben ma réponse, ça a été de dire, au fond, si je suis au chômage, bien sûr, je vais faire une émission culturelle sur la 7. Mais si j'ai le choix, je reste sur la 2 pour faire sur une chaîne généraliste. Pourquoi? Parce Pour qu'il me parler à semble- tout le monde. Pour parler à tout le monde. Ouais. Et je vais prendre une comparaison. Si je suis curé, il me semble que j'aimerais pas trop être curé dans un monastère avec d'autres curés. Je préfère être curé, au fond, dans une paroisse généraliste, Viticole. banlieue, dans la campagne. Parce que je vais y rencontrer des gens qui croient en Dieu, mais d'autres qui ne croient pas beaucoup, puis d'autres qui croient un tout petit peu, puis d'autres pas du tout. Et au fond, l'intérêt, c'est de parler avec ces gens-là plutôt que de parler avec des gens qui, de toute façon, croient autant en Dieu que moi. Donc voilà, donc il me semble, moi, c'est pour ça que je trouve que Caractère ou Apostrophe ou d'autres émissions culturelles qui passent sur les chaînes généralistes sont très importantes à la télévision. Il faut absolument que les chaînes généralistes les gardent, ces émissions culturelles, parce qu'elles sont je sais pas, mais elles sont Alors, le sel, le ferment de ces chaînes Voilà, et généralistes. c'est tout l'enjeu du livre de Volton, c'est que vous dites en définitive, en tout cas c'est votre postulat, si on fait des chaînes thématiques culturelles, et là vous payez la 7 comme incroyable, si on fait des chaînes culturelles, ça veut dire que ce sera un alibi pour ne plus faire de culturel Ah oui. sur les chaînes Exact. généralistes. Oui, bien sûr. Parce que tous les patrons de chaînes diront en termes d'audience, c'est pas la peine. La culture, c'est pour les intellectuels. Vous avez une chaîne spécialisée. Il y a un public pour ça. Il n'y a plus pour Exact. ça. Alors, deux choses. Premièrement, d'abord, il y a un effet de ségrégation qui est réel, parce que le mot culture fait fuir tout le monde, y compris les intellectuels, qui, à mon avis, contrairement à ce qu'ils disent, ne regarderaient pas une chaîne culturelle. C'est là où il y a un double mensonge et une langue de bois aussi des intellectuels.
Bah, on le Donc, voit bien à travers les sondages. bien Vous citez évidemment. les sondages. On connaît les sondages culturels. Tout le monde regarde Bien la télé sûr, culturelle. bien sûr, hein. c'est bien connu. C'est 80% de l'audience. 90% de l'audience, c'est bien connu. Et ça pouvait être 100%, d'ailleurs, il y a 100% d'intellectuels, donc ça se voit. Non, Donc, d'abord, Sans- excusez-moi, on ne oui. parle pas d'audience, on parle de part de marché. part de aujourd'hui. marché, ouais. Alors, parlez de part de marché, Absolument. s'il vous plaît. Vous avez remarqué que ça fait toujours plus que l'audience, la part de Oui, marché, toujours. cela dit. Hein. D'ailleurs, c'est incroyable. Aujourd'hui, non mais c'est vraiment la religion de la part de marché. Et on va dire par exemple demain, Caractère, émission culturelle, a fait tant de parts, fait par exemple que 18% de Non, part de non, marché. non, 27-30. 27-30, bien, je vous le souhaite. en demain, peut-être 40 quand même. Je vous le souhaite. Mais simplement, c'est extraordinaire. Il y a une traduction immédiate d'une émission culturelle dans un langage du commerce. C'est incroyable. Mais moi, je suis stupéfait quand même. Mais personne ne se réécrit là contre. Mais Bah si, personne. mais si, on mais, se réécrit. Ah, mais on non, mais arrête c'est pas de se non, mais je veux réécrire. dire, c'est quand même incroyable. Attendez, mais je Part crois de que marché, cette mais phase actuelle va s'arrêter parce que comme il va y avoir progressivement une tendance à éliminer de plus en plus les émissions à caractère culturel de la télévision généraliste, je pense que c'est le public lui-même qui, au bout d'un moment, va redemander autre chose. Alors le drame, à mon avis, des programmateurs, c'est que, et c'est le même problème que pour les sondages, c'est qu'ils jouent avec une logique d'audimat. Et donc, il faut une programmation en fonction de la demande, parce que l'audimat, c'est la demande, en définitive, c'est la réaction. Or, en fait, la télévision, il faut la faire à partir d'une logique d'offre. Il faut prendre les risques d'une production et d'une programmation, et le public, il vient après. Et si jamais vous retirez de la tradition française, qui est quand même une tradition de télévision, qui est quand même une des meilleures du monde. Informer, éduquer, Ça distraire, n'a c'est pas devenu changé. faire du public. Oui, mais ce triptyque-là n'a pas changé. Informer, distraire, éduquer, c'est à mon avis depuis les années 45 la mission de toutes les télévisions en Europe, c'est la tradition européenne, et à mon avis cette mission n'a pas changé. Et quand même, il faut bien dire que la télévision française actuellement n'est pas très bonne, il faut bien reconnaître que la concurrence n'a pas amélioré dans l'ensemble, ça c'est vrai, mais après tout, ça dure depuis pas très longtemps et ça peut changer. Et il y a quand même dans l'histoire de France, dans l'histoire de la télévision française, une tradition d'émissions à caractère culturel, sans dire le mot, mais en le faisant, depuis 1950, qui existe, et je ne vois pas pourquoi elle disparaîtrait. C'est-à-dire, quand on voulait, on se rend compte que c'est plutôt mal barré pour la télévision généraliste. Hein. Pour le court terme, oui. L'enjeu, à mon avis, il est là. Il est qu'on dise la télévision généraliste est un vieux modèle, un peu comme la Ford T, et l'avenir sera. Alors qu'en fait, c'est de la pure logique de segmentation de commerce, pas de commerce, de publicité. Il n'y a rien de génial dans l'idée d'une télévision thématique. c'est mal barré pour la culture dans les chaînes généralistes. Ah, ben, c'est là où il va y avoir une bataille.